Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Il était une fois au Burundi. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Frantz Fanon. Chaque génération, dans quelque pays que ce soit, se trouve au cours de l'histoire de ce pays confrontée à un choix important pour l'avenir de son pays, de son peuple. Cette mission doit permettre à ce peuple, à ce pays, de faire un saut qualitatif sur le chemin de son évolution, à sortir de ses contradictions, ses contentieux, de ses divisions, pour embrasser d'autres idées, d'autres valeurs, d'autres solutions que celles pratiquées par les générations précédentes et qui ont maintenu le pays et le peuple dans un cercle vicieux d'idées, de valeurs, de solutions périmées ou inadaptées à la situation du pays et du monde. La force d'un peuple, c'est d'être capable de se projeter par un saut qualitatif vers un avenir meilleur. La force d'un leader, c'est de guider son peuple dans ce saut qualitatif, souvent périlleux mais toujours salvateur. Et cette force se manifeste dans la pertinence des idées novatrices pour lesquelles on est prêt à s'impliquer et se battre pour leur mise en pratique. Au cours de l'histoire de notre pays, le Burundi, que ce soit avant, pendant et après la colonisation, nous constatons qu'effectivement, chaque génération a été confrontée à ce genre de choix face à leur mission du moment. La remplir ou la trahir. J'illustrerai ce propos par 3 exemples les plus importants et les plus décisifs pour l'avenir du Burundi. Entre 1898 et 1903, le Burundi est confronté à la guerre coloniale. Machoncho et Kilima ont trahi, Mwezi et Bihome, son sauveur, le Mutawazi, ont rempli leur mission. Sauvegarder en partie la souveraineté du Burundi. Entre 1958 et 1961, 60 ans après, le Burundi est confronté aux luttes contre la colonisation appelée la tutelle. Le Front commun a trahi, Rwagasore et ses compagnons ont rempli leur mission. Malheureusement là aussi en partie, puisque les compagnons de Rwagasore après sa mort ont trahi la ligne de la lutte pour l'indépendance, l'unité et le développement. Entre 1990 et 1993, 30 ans après, le Burundi est confronté aux nouvelles valeurs de la démocratie, des droits de l'homme. Notre génération, celle de Ndadaye, a rempli sa mission pour la démocratie et les droits de l'homme, malheureusement encore une fois en partie, puisque la démocratie et les droits de l'homme ont été décapités, piégés, trahis par une partie de notre génération jusqu'aujourd'hui. Permettez-moi de vous inviter à lire notre histoire sous un autre angle que celui des guerres ethnico-politiques interminables dans un pays sans ethnie au sens propre du mot. Chacun de nous a en lui plusieurs identités, nationales, ethniques, de classe, de caste, régionale, familiale, religieuse, sexuelle, politique, professionnelle et tant d'autres. L'identité n'est pas le problème en soi, car très souvent, ce n'est qu'un hasard. C'est à partir du moment où vous habillez vos identités d'une idée, d'une hiérarchie par rapport aux autres identités, que les problèmes commencent. Vous créez ou on crée pour vous, et vous acceptez, une idéologie basée sur votre identité. Des préjugés et des stéréotypes par rapport aux autres. Vous excluez les autres de certains domaines relationnels, sociaux,
politique, économique. C'est ainsi que naît et se développe une idéologie de l'exclusion et du génocide, qui est l'exclusion totale ou la solution finale. Cette idéologie qui, dans sa globalisation, a fait de nos prétendues identités ethniques des identités criminelles, négatives, alors qu'elles sont tout simplement des identités fossiles, ne correspondant plus objectivement au niveau de civilisation que le Burundi a atteint et dont la signification leur donnée n'est basée que sur les préjugés, les sentiments, donc très subjectifs. Au Burundi, notre cher pays, pour nous détacher de l'approche ethnique des problèmes burundais, nous pouvons classer idéologiquement les principales contradictions politiques qui ont influé fortement sur les contradictions sociales et économiques. Et nous pouvons suivre leur évolution depuis que le Burundi a été confronté aux attaques venues de l'extérieur et qui ont ébranlé la principale identité du peuple burundi et sa nation, le Burundi. En fonction des défis et contentieux principaux auxquels nos dirigeants ont été confrontés, nous constatons deux grandes lignes de réaction par rapport aux valeurs exprimées pour répondre à l'agression, aux défis, aux contradictions internes. La génération de Mwezi Gisabo, Ndungu, l'un des généraux qui ont battu les Arabes, Bihome le Mutawazi du roi, cette génération a choisi, en face de l'agression coloniale, de lutter pour la souveraineté et garder en vie à tout prix le symbole de cette souveraineté qu'était le Mwami Mwezi Gisabo. Kilima et Machonjo, dans leur quête égoïste de pouvoir, ont choisi de collaborer avec l'agresseur pour éliminer ce symbole et recevoir leur récompense, un pouvoir vidé de tout sens. Idéologiquement donc, nous avons des nationalistes résistants et des collaborateurs à la colonisation, comme par exemple nous avons eu en France en 1940 des résistants et des collaborateurs à l'occupation allemande. Ces deux idéologies ou visions du Burundi vont cohabiter tout au long de la colonisation, la résistance et la collaboration. Quand sur toute l'Afrique fleurissent les idées d'indépendance, c'est encore les mêmes clivages idéologiques qui vont se confronter. La génération de l'indépendance va se trouver confrontée aux mêmes défis et se scinder en deux. D'un côté, les résistants autour des revendications de souveraineté, d'indépendance économique, qui, pour le prince Louis Rwagasore, était la seule raison valable de la lutte pour l'indépendance. Des valeurs de démocratie et d'unité face au nouveau clivage initié par la colonisation, le racisme, l'ethnisme, la ségrégation sur cette base et l'exploitation économique dans la gestion du pays. De l'autre, les collaborateurs qui refusent ces valeurs nouvelles et cherchent à consolider le pouvoir colonial moyennant des avantages de pouvoir. Les identités dont ils se servent sont nos propres identités, qui étaient parvenues jusque-là à vivre en paix en réglant par nos propres institutions les contentieux qui pouvaient naître. Cette génération de l'indépendance va certes gagner la souveraineté, mais elle sera incapable de gérer le pays, après l'assassinat de leur leader, le prince Louis Rwagasore, et de continuer le combat pour l'indépendance économique, la démocratie citoyenne, l'unité. Elle va faire sombrer le pays dans la lutte pour l'accaparement du pouvoir essentiellement. Avec la crise Casablanca et Moronvia qui se transforme en antagonisme dit ethnico-politique, nous nous retrouvons encore avec deux grandes lignes idéologiques. L'idéologie de la résistance, d'une part, symbolisée par Pierre Ngendandumwe, Martin Dayarosé, Gilles Bimazogute et d'autres, qui dans leurs écrits et leurs actions
ont essayé de ramener la ligne du combat aux valeurs prônées par Rwagasore. Et l'idéologie de l'exclusion et du génocide d'autre part, qui va prendre le dessus et créera des antagonismes identitaires meurtriers et creusera encore plus le fossé de la division entre les filles et les fils d'un même peuple, d'une même nation. Cette idéologie va s'exprimer par deux lignes antagoniques dans une même idéologie de l'exclusion et du génocide qui détruit la nation et l'identité Murundi. Le tutsisme conservateur, avec toutes ses variantes et subdivisions, régionales, claniques, partisanes aujourd'hui, et le hutisme réactionnaire avec toutes ses variantes et subdivisions, là aussi, régionales, claniques, partisanes aujourd'hui, qui vont créer les suprémacistes Tutsi et les suprémacistes Hutus, dont les idéologues et militants ont rivalisé en capacité de nuisance sur tous les plans jusqu'aujourd'hui. Ces lignes idéologiques ont réduit sa plus simple expression, l'identité Murundi, qui englobe toutes ces petites identités secondaires, rendant pratiquement inexistant l'État-nation du Burundi dans la tête de beaucoup de gens, à commencer par certains leaders politiques. Notre génération, que j'appelle la génération de la démocratie et des droits de l'homme, pour couper court avec les étiquettes Hutu et Tutsi, va arriver sur la scène de l'action politique conditionnée, pour certains, par ces luttes des suprémacistes ethnistes prônant une même idéologie, celle de l'exclusion et du génocide, mais aussi pour d'autres, influencés par les idées de révolution, de marxisme, de démocratie et des droits de l'homme, qui sont la base de l'idéologie de résistance pour la nation, en droite ligne des luttes justes et nobles d'une partie des générations précédentes. Notre génération a rempli sa part de mission, en apportant et luttant pour les idées nouvelles de démocratie, avec le multipartisme et les différentes libertés sociales, les droits de l'homme avec une société civile active dans tous les domaines de la nation. Les débats que certains d'entre nous avaient initiés entre 1980 et 1990 voulaient dépasser les clivages ethnico-politiques dans lesquels se débattaient le tutsisme conservateur et le hutisme réactionnaire, en orientant ces débats sur des sujets tabous jusque-là, non sans difficulté, en créant et animant des organisations nouvelles en dehors du parti unique UPRONA. Je parlerai principalement des organisations comme l'Ubu, clandestine au Burundi, avec la revue Le Flambeau, animée par Jérôme Diho, de l'UGSBF en France, Union Générale des étudiants et stagiaires burundais en France, de l'Association culturelle pour le progrès au Burundi, ACPB, dirigée par le Dr André Viraguza et Sylvestre Ndiwamunganya, avec la revue Le Réveil, animée par Jean-Marie Sindaigaya et Dr Alphonse Lugambarara, la première Ligue des droits de l'homme au Burundi, la Ligue Iteka, présidée par Eugène Nindorera, le réveil et l'activisme des syndicats indépendants, la création de la première radio privée Umwizero devenue Bonesha FM. Les barrières ethniques étaient levées, seules nous importaient les idées nouvelles et la façon de les propager. Beaucoup d'entre nous étaient animés d'un idéalisme à toute épreuve. Entre 1990, année de la création de la CPB et de la Ligue ITK, et 1993, année des élections démocratiques, 32 ans après celle de l'indépendance, des activités intenses ont été menées pour la promotion des idées nouvelles de démocratie, de liberté, des droits de l'homme, d'état de droit, à travers des débats, des revues, des pièces de théâtre, des descentes dans les provinces, etc. À la jeune génération actuelle, je dirais que si vous bénéficiez aujourd'hui des libertés d'expression, d'association, de manifestation
souvent malheureusement depuis quelque temps malmenée. Si vous écoutez des radios privées, si vous êtes capable d'exprimer votre indignation face aux agissements de la classe politique au pouvoir, c'est qu'il y a eu, à une certaine époque, des jeunes qui se sont levés pour les valeurs de souveraineté, d'indépendance économique, de démocratie, d'unité, de liberté, des droits de l'homme, qui ont marqué l'histoire positive de notre pays, mais qui sont parfois aussi souvent l'objet de vos critiques acerbes. Oui, il était une fois au Burundi une histoire positive, des valeurs positives et des héros de la résistance nationale qui ont rempli leur mission quand leur temps est arrivé. Ne nous enfermons pas dans une vision négative de notre histoire qui ressasse à longueur de temps les actions négatives d'une partie de ces générations, ce qui nourrit les idéologues et activistes du houtisme réactionnaire et du toussisme conservateur. Mais ne soyons pas non plus dupes, il y aura toujours des conservateurs et des réactionnaires pour vous empêcher d'avancer et vous tirer vers leur idéologie nocive, négative. Si je peux me résumer pour donner une autre façon, plus objective, moins globalisante d'analyser nos conflits, je classerai donc les hommes et les femmes politiques au Burundi en 3 catégories idéologiques principales, mais dont 2 sont des subdivisions d'une même idéologie, celle de l'exclusion et du génocide. Les idéologues et activismes du toussisme conservateur, adeptes aussi de l'idéologie d'exclusion et de génocide, qui rend l'identité Murundi inexistante ou secondaire. Les idéologues et activistes du houtisme réactionnaire, adeptes aussi de l'idéologie d'exclusion et de génocide, qui rend l'identité Murundi inexistante ou secondaire. Les résistants pour la nation, qui malheureusement ne sont pas suffisamment conscientisés et organisés pour faire face à cette idéologie nocive précédente. Et puis, il y a les inclassables, sans véritable idéologie que l'accès au pouvoir et à ses avantages. En empruntant une définition pertinente d'un humoriste de chez nous, on peut les appeler les Dunatu. Duhe, Natwe, Tulye, qu'on peut traduire par « donnez-nous qu'on mange nous aussi ». Ceci, c'est quand ils sont encore en quête de pouvoir. Et quand ils y sont, on peut les désigner par le terme « Re, Na, Tu », « Rekanatwe Tulye », qu'on peut traduire par « laissez-nous manger nous aussi » ou « ne nous dérangez pas, nous mangeons comme les autres ». Quand ils s'engagent pour l'une ou l'autre ligne idéologique nocive, ils sont capables des meilleurs discours pour leur cause, car souvent plus royalistes que le roi, d'actes les plus meurtriers pour gagner leur place, surtout quand ils ne font pas partie du groupe identitaire au pouvoir, car ils se vendent aux plus offrants. Ils sont les plus dangereux. Parmi les inclassables, il y a aussi ceux qui ne s'engagent nulle part, qui critiquent à longueur de journée, mais qui ne pensent qu'à leur petit bonheur personnel, leur petite carrière. On peut les appeler les Nirumveko Sindavivazo, alors que tout autour d'eux, leur monde s'effondre. Il y a vraiment une honte à être heureux tout seul. La globalisation qui fait de tout Tutsi un conservateur, un dominateur, un putschiste, ou de tout Hutu un réactionnaire, un rebelle, un tribalo-génocidaire, est dangereuse, car elle freine l'éclosion et l'évolution d'une dynamique de résistance organisée pour poursuivre en tant que Barundi les idéaux et valeurs pour lesquels les résistants, à travers nos différentes générations, se sont battus. Et ces idéaux, pour les rappeler, sont la souveraineté, l'indépendance économique, l'unité du peuple Murundi,
le développement, la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit et depuis la signature de l'accord d'Arusha, la paix et la réconciliation. Ce n'est pas l'identité, quelle qu'elle soit, qui exclut ou tue. C'est l'idéologue et son idéologie qui s'en sert pour les besoins de sa cause. Et sa cause, c'est l'accaparement du pouvoir par tous les moyens pour les besoins de prédation. Ces idéologues nocifs permettent que les prédateurs étrangers s'installent et mettent à mal les objectifs de souveraineté, d'indépendance économique, d'unité, de démocratie citoyenne, de réconciliation. Car la politique de divide et impera ne se porte bien que quand ce sont ces idéologues qui dominent l'action politique. Ils nourrissent ces prédateurs étrangers qui protègent leur pouvoir en affamant leur peuple. La noble mission de la génération active politiquement, aujourd'hui et demain, est de choisir délibérément la ligne idéologique positive et ses valeurs pour lesquelles se battre, en prendre vraiment conscience et lutter. Chacun doit se demander, non pas quelle identité ethnique, régionale ou autre, mais plutôt à quel degré de toutsisme, de houtisme, de régionalisme, de clanisme, d'intolérance partisane il se situe. Quelle place il accorde à l'identité Murundi par rapport à ses sous-identités. Et couper court avec ce qui se lit ou s'écoute à travers les réseaux sociaux actuellement et qui est malheureusement beaucoup plus bête que méchant. Cette rubrique du site « Il était une fois au Burundi » va reproduire des textes anciens, des différents résistants à travers notre histoire, pour d'une part, rappeler à ceux qui ont fait partie de ces résistants de revenir à la résistance, de ne pas abandonner, de ne pas se laisser prendre par peur, intérêt personnel ou sentimentalisme, par l'idéologie d'exclusion et de génocide, ou par l'esprit d'Unatu et Sindabibazwa, et surtout de ne pas se couper de l'actuelle génération pour transmettre ce que vous savez, éveiller leur conscience. Et d'autre part, montrer aux générations actives actuelles et à venir que notre histoire n'est pas qu'un alignement des dates plus meurtrières les unes que les autres, que des luttes positives ont existé, que des avancées ont été obtenues et qu'ils doivent poursuivre la lutte en ayant des repères idéologiques et des modèles à imiter et même dépasser pour la dignité du peuple Murundi. On ne devrait pas parler de conflit de génération, mais plutôt de passage de témoins pour la résistance entre ceux qui ont rempli une partie de leur mission de résistance et ceux qui veulent la remplir quand leur moment arrive pour continuer la lutte pour la nation Murundi et ses valeurs positives. La lutte a commencé avec Mwezi Gisabo, elle doit continuer. À la croisée des chemins, les années charnières décisives. J'ai fait un constat en analysant l'histoire du Burundi qu'il y a une permanence de dates, 3 années décisives à la croisée des chemins, comme pour rappeler que des événements importants doivent se dérouler dans notre pays à ces dates ou années, pour le bien ou le malheur du Burundi. 1900-1903. La lutte pour la souveraineté que Mwezi Gisabo gagne en partie, puisqu'il est obligé d'accepter le protectorat allemand et qui respecte en contrepartie sa souveraineté. 1960-1963. La lutte pour l'indépendance et l'unité que Rwagasore et ses compagnons gagnent, mais qu'ils sont incapables de conserver à cause de rivalités internes créant Casablanca et Moranvia.
1990-1993, la lutte pour la démocratie, le multipartisme, les droits de l'homme, que Ndadaye et les autres gagnent, mais qui sera piégé, décapité par des idéologues et adeptes de l'idéologie d'exclusion et de génocide, qui nous ont ramenés dans Casablanca et Moronvia. 2000-2003. La lutte pour la paix et la réconciliation avec, au bout d'une guerre civile meurtrière, la signature de l'accord d'Arusha, qui est un véritable programme pour la paix pérenne et la réconciliation, mais qui sera inappliqué dans ses grandes lignes. La réconciliation, la lutte contre l'impunité, la sécurité pour tous, les inégalités sociales, le développement économique. Par ceux-là même qui avaient la charge de ramener la paix et la réconciliation du peuple Murundi, et qui nous ont replongés dans les méfaits de l'idéologie d'exclusion et de génocide. L'histoire nous interpelle aujourd'hui pour ne pas répéter les mêmes erreurs, pour ne pas suivre les options qui ne mènent nulle part que dans la peur, les pleurs, l'exil et les désolations. Nous approchons des dates fatidiques 2020-2023 et un grand tournant de notre histoire se profile à l'horizon avec les élections prévues par le pouvoir en place. À mon avis, la crise dans laquelle nous sommes plonge ses racines proches dans la non-application de l'accord d'Arusha que je dénonçais déjà en 2004 quand j'ai décidé de me retirer de la scène politique pour me pencher sur une question difficile. Pourquoi les Barundi ne prennent pas résolument le chemin de la réconciliation? En 2010 et 2015, des tentatives ont essayé de raffermir la démocratie, mais elles ont échoué. La crise de 2015 au Burundi a ressemblé à d'autres crises en Afrique. Dictature et mandat présidentiel. Au Burkina Faso, en Gambie, en Algérie, au Soudan, pratiquement à la même période. Dans ces pays, les résistants ont réussi à raffermir la démocratie et chasser les dictatures. Pourquoi y a-t-il eu échec au Burundi? Pourquoi? Chaque acteur, chaque leader devrait s'interroger sans faux fuyant, faire une autocritique objective pour que le tournant qui se profile à l'horizon ne soit pas un autre échec. Rappelez-vous de ces dates. 1900-1903, 1960-1963, 1990-1993, 2000-2003, bientôt 2020-2023, et tirez les conclusions vous-même. De quel côté de l'histoire du Burundi et de l'Afrique voulez-vous être? Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un homme ou d'une nation. Il y a toujours des signes qu'il faut savoir lire pour agir en connaissance de cause. Va-t-on assister à un sursaut qualitatif ou à un retour à nos démons meurtriers qui malheureusement ne se sont pas calmés durant ces 15 ans post-Arusha? Je terminerai par ces mots si pertinents du jeune Francis Rohero. Chers compatriotes, chers jeunes, nous avons le choix. Être une génération extraordinaire ou être une génération suiveuse. Être ces personnes par qui ce pays renaîtra ou être les raisons des vengeances sans fin. Pour la réconciliation du peuple Murundi, je reste debout. Merci. Bienvenue dans votre site Itorero.